Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, très heureuse de vous accueillir sur ce plateau qui fait vivre toute l'énergie du territoire, mais qui va aussi vous faire voyager au-delà de ce que vous pensiez possible, comme ces deux femmes qui ont développé un sens de l'aventure dès leur naissance, qui profitent de leur héritage pour promouvoir le dépassement de soi. Et comme le nouveau petit prince du ski nautique 24 ans après Patrice Martin, il se hisse sur le toit du monde marin, du monde nautique, du monde lacustre. Louis Duplan-Fribourg, bienvenue. Merci beaucoup de me recevoir. Un tonnerre d'applaudissements vraiment pour vous. C'est arrivé, ça y est, vous avez détrôné le petit prince du ski nautique pour faire aussi bien que Patrice Martin. Il faudra en décrocher encore 11. On va rester, on va vivre dans le présent et on va se contenter, nous, de ce titre. Vraiment un grand bravo et on va tout savoir sur cette belle aventure dans un petit instant. Repousser ses limites, comme vous le faites, résister quand on pense qu'on ne peut plus, ouvrir les yeux, s'ouvrir, agrandir le champ des possibles. Elles ont été éduquées dans ces valeurs et elles les perpétuent. Jessica et Annika Horn, bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Jessica et Annika, c'est ça. Et donc vous êtes... c'est un plateau d'aventuriers et d'aventurières. Hein. C'est assez génial ici ce soir, une magnifique rencontre. Vous êtes les filles de l'aventurier Mike Horn, votre futur rimé avec aventure. Déjà effectivement dès votre naissance, aujourd'hui vous prenez le relais. Et d'une manière un peu moins extrême peut-être, justement pour promouvoir aussi le dépassement de soi, d'une manière peut-être un peu plus accessible en fait? Oui, absolument. C'est tout l'objectif de nos aventures entre sœurs, c'est justement de créer le pont entre l'extrême et l'accessible. Et je pense que c'est là où on arrive vraiment à se situer aujourd'hui avec Jess. Ouais, et vous venez de participer au Half Marathon des Sables, hein, c'est ça, le HMDS. C'était en Jordanie. On va en reparler dans un petit instant. Jessica, fille d'eux, parfois c'est un petit peu réducteur, certains veulent s'en détacher. Pour vous, c'est assumé, ça fait partie de vous? Oui, c'est qui on est. On est très fiers d'être des filles d'eux. Et c'est aussi quelque chose, enfin l'aventure, c'est ce qu'on partage avec notre père. Et il est très respecté et admiré pour ce qu'il a accompli dans sa vie. Donc dès qu'on dit fille d'eux, on le prend bien. Alors, vous êtes ici aussi pour ça, parce que vous avez tellement de choses à véhiculer. Votre papa, Mike Horn, alors né en Afrique du Sud, il est souvent présenté comme le plus grand aventurier des temps modernes, le plus grand aventurier tout court du monde. Traversée de l'Amazone, ça a été un de ses premiers défis à la nage. Le tour du cercle polaire pendant 2 ans et 3 mois. Les sommets de l'Himalaya sans assistance, le pôle Nord à ski. Vous avez grandi avec tout ça. Une vie d'aventure, vraiment, à la maison, sur le terrain. On n'allait pas beaucoup à l'école. Je pense que nos parents, ils ont tout compris. Ils nous prenaient le plus souvent possible, vraiment, pour vivre ces expériences et être vraiment dans le cœur de l'aventure. Oui, l'aventure qui avait commencé, on va dire, dans les années 80. Vous n'étiez pas née. Oui. Et vous avez grandi avec ce papa de l'extrême. Comment est-ce que vous vous représentiez ça quand vous étiez toute petite fille? C'est une bonne question. Je pense que pour nous, notre mère a toujours fait un bon travail à nous expliquer ce que notre père était en train de faire et ce qu'il était en train d'accomplir. Donc, on avait une notion de l'extrême, mais c'était à distance. Et c'est seulement plus tard dans la vie qu'on a commencé à le suivre et l'accompagner sur ses aventures qu'on a vraiment réalisé ce que l'extrême voulait vraiment dire. Donc, c'est des choses qui ont évolué avec le temps et des choses qu'on a réalisées quand on était plus grande. Oui, c'est vrai que la vie de famille, c'est la normalité. Vous avez votre normalité, c'était une vie de défi complètement fou où tout semble impossible et pourtant lui le rendait possible. Je ne sais pas quelle était la frontière pour vous entre le possible et l'impossible quand on vit des défis comme ceux de votre papa. Une de nos plus grandes leçons, un dicton avec lequel on a grandi, c'est
l'impossible existe seulement jusqu'à ce qu'on trouve un moyen de le rendre possible. Donc c'est vrai qu'il y avait vraiment cette notion de l'impossible et du possible. Et pour nous, c'est comme ça qu'on attaque la vie. Rien n'est impossible si on se donne les moyens et puis qu'on va au bout de nos rêves. Oui, il dit d'ailleurs souvent, votre papa, c'est l'homme en fait qui se fixe des limites. Exact, ouais. Par contre, la peur fait partie de... C'est un signal d'alerte, c'est un warning en fait, la peur. Vous avez grandi avec la peur aussi? Oui, on grandit avec la peur, bien sûr. Je pense qu'il faut avoir peur pour savoir jusqu'à où on peut aller et jusqu'à où on peut pousser et savoir aussi faire demi-tour des fois. On a eu cette peur des fois quand il est en expédition, mais on a confiance en ses compétences et qu'il va toujours rentrer vivant parce qu'on lui laissait pas le choix de le faire. Alors, on en parle au passé parce qu'on a la mémoire, bien sûr, de ces défis. Le tour du monde en suivant l'équateur. Hein, essayez, vous verrez. Voilà, c'est pas juste une ligne comme ça sur notre globe terrestre. C'est assez hallucinant. Premier homme qui a donc vécu 2 hivers. Premier homme vivant, 2 hivers dans la nuit polaire. 2 ans et 3 mois, d'ailleurs. Ben, justement, on vous y voit, d'ailleurs, sur l'arrivée de ce défi incroyable avec votre maman Cathy qui était là, voilà, au terme d'une lutte extrême contre les éléments. Vous ne l'avez pas vu pendant des mois? Des mois. Et là, on le voit tous les jours et on devient folle. Non, mais on a toujours plutôt misé sur la qualité de nos relations plutôt que la quantité. Donc c'est quelque chose, voilà, quand on a un papa qui fait des choses extraordinaires et qui montre l'exemple et qui va au bout de ses rêves, moi je choisis ça. À 100% plutôt qu'un papa qui est trop présent. Et il est plus présent que jamais, justement, quand vous vivez ça ensemble, en famille. Oui, son héritage, ce message, nos objectifs qui sont devenus des objectifs communs, aujourd'hui, c'est notre mode de vie. Et alors, il avait dû vous trouver changé parce que vous voyiez quand même parfois lorsqu'il y avait des ravitaillements, lorsqu'il y avait des ravitaillements en bateau, votre papa disait que vous voyiez parfois tous les 6 mois ou parfois un petit peu plus. Quand vous étiez là, vous voyez 3 jours et puis plus du tout? C'était entre des fois la première expédition, latitude 0, on le voyait tous les 6, voire 7, 8 mois. Et c'est vrai qu'à l'âge, on était encore très jeunes, on avait 4 et 5 ans à l'époque. C'est vrai que là, cet âge-là, on change beaucoup en question de quelques mois, mais lui aussi, il changeait pour nous. C'est vrai que la glace poussait et on le reconnaissait pas forcément tout de suite quand on le voyait. Et du coup, c'était assez marrant parce que c'était dans les 2 sens. Un papa multifacette, finalement. C'est bien ça. Vous vous êtes habitué à ça? Vous avez appris à faire avec? On n'a pas le choix. C'est vrai que parfois, un changement physique chez des enfants qui sont tout petits, ça peut provoquer des émotions assez particulières. Et on a compris que ce lien, il était particulièrement fort. En revanche, il ne vous a pas nécessairement poussé à suivre son état d'esprit? Pas du tout. Liberté absolue. Vraiment, depuis nos premiers jours. Ça a toujours été, on est rentré dans une optique ou une dynamique de deviens qui tu veux devenir, chasse tes propres rêves à toi. Et en fait, en fin de compte, on s'est rendu compte que le plus de liberté que tu donnes à quelqu'un que t'aimes, le plus cette personne elle a envie de rester proche de la maison. Et en fait, on est rentré un peu dans cette dynamique-là aujourd'hui où il nous a donné tant de liberté qu'on a choisi d'être à ses côtés et de l'accompagner dans ses aventures et vivre des expériences folles encore aujourd'hui. Oui, c'était votre maman Cathy qui préparait, qui gérait ces expéditions. Donc, elle était éloignée, mais extrêmement proche à la fois. Elle n'est plus de ce monde depuis 2015. Elle doit être plus présente que jamais, justement, puisque vous prenez aussi son relais. C'est vous qui, aujourd'hui, organisez ces aventures. Annika, ça va? Ça se passe bien? Ça se passe bien. Tous les jours, il se passe quelque chose de différent. Non, mais ça se passe très bien. Vous aussi, vous vous préparez à braver les éléments? Ça va bien. Ouais, oui, et moi je vais le dire pour elle, elle va reprendre le relais du papa. J'aimerais bien. À ma sauce, comme on l'a dit, pas dans l'extrême, mais plutôt dans l'accessible. Et le partager au maximum pour pouvoir inspirer un maximum de personnes à le faire. J'imagine que c'est un peu comme toi, Louis, avec ce que ton domaine, ton sport. Donc voilà. Ouais, clairement. C'est sûr que le plus beau, la plus belle chose, j'ai envie de dire, c'est de pouvoir partager les émotions que tu fais, que toi tu ressens sur les skis, de partager avec le plus grand nombre. Voilà. Moi, je sais que c'est pour ça que je fais du ski nautique, donc c'est clair que c'est la plus belle chose. Alors, le ski sur sable, je ne sais pas si ça va être possible ou gérable, Louis. Pourquoi pas? Certains le font, certains essayent. Torex l'a fait dans ses vidéos et tout. C'est vrai qu'il l'a fait.
Maintenant, juste à mettre les skis nautiques et on va Alors, voir. si tu veux, la mentalité Horn, rien n'est impossible. Voilà. Jusqu'à ce qu'on le rende possible. Alors, on va quand même vous laisser faire des défis à peu près accessibles pour l'instant, avant de relever un petit peu la barre. Vous allez voir, vous allez y arriver. Mais pour l'instant, il s'agit du HDMS, hein, c'est ça, le marathon des sables que vous avez couru ensemble, toutes les deux. C'était en Jordanie. Je crois il y a plusieurs endroits où on peut réaliser ce défi. Exact. Oui, il y a plusieurs endroits. Nous, on a décidé sur la Jordanie parce que c'est un pays qu'on n'avait pas visité, on n'a jamais été. Et c'était vraiment une expérience assez unique. On aime beaucoup le sport, beaucoup le trail. Et c'est vrai que là, il y a plus le côté aventure qui vient s'ajouter au défi. Il faut être en autosuffisance. C'est sur plusieurs jours, sur plusieurs étapes. Il fait très chaud. Et il fait assez chaud. Et on est au milieu du désert, un environnement qu'on connaît un peu moins. Donc, c'était une belle expérience. Alors, vous n'êtes pas tout seul. Aussi, il y a des hommes, des femmes. L'idée de ce semi-marathon, c'est... Alors, il y a aussi le marathon des sables, hein, qui existe. Oui. Celui-ci, donc c'était une première pour vous. Vous l'avez couru ensemble, histoire de montrer que ensemble, c'est aussi... On peut repousser davantage ses limites quand on est ensemble et en famille aussi. Ouais. Non, c'est un mot-clé. Hein. Ensemble, c'est ce qui fait toute notre force à Jess et moi aujourd'hui aussi. C'est le combo des deux sœurs. Et puis, c'est rare déjà de nous voir l'une sans l'autre. Et c'est quelque chose qu'on peut partager aussi. Et c'est important, cette notion de partage dans tout ce qu'on fait. C'est pour véhiculer des messages qui sont hyper importants aujourd'hui. C'est qu'on n'a pas besoin de tout faire seul. On peut se pencher sur quelqu'un d'autre pour trouver cette confiance ou avoir ce soutien, pour se lancer des défis et pour aller à l'encontre de ces défis ensemble. Et ensemble, puisque vous pratiquez aussi la montagne, vous défiez aussi le vertical. C'est souvent seul ou c'est également à deux que vous réalisez ces petites expés? Nous, c'est souvent les deux ensemble. On a tellement pris l'habitude de partir les deux à l'aventure. C'est vrai que quand on partait en expédition avec notre père, au pôle Nord, par exemple, au Canada, notre entourage, il n'y a personne qui pourrait comprendre ce qu'on vit, à part l'une et l'autre. Et je pense que on arrive à se comprendre, on arrive à se tirer vers le haut ensemble. Et je sais très bien que moi, j'aurais pas réussi à faire le half marathon des sables sans ma sœur. Donc, oui, parce que les distances, elles sont quand même assez costauds chaque jour, hein. Non, c'est pas rien. Moi, ce que tout à l'heure, je leur ai demandé. Et pour moi, le half marathon, c'était 20 km. 22. Ouais. Et non, pas du tout. Elles m'ont bien c'est une précisé. soixantaine, c'est ça? C'est 30 le premier jour, 60 le deuxième, un jour de repos et ensuite 30 pour terminer. Donc, un total de 120 km. Donc c'est plus que le marathon, c'est un marathon et demi en fait. Voilà, c'est ça, Alf, c'est un coup la moitié, un coup le double. Voilà. Mais vraiment, presque. une superbe expérience et en fait à la portée de beaucoup de personnes. En fait, je pense que c'est pas, on voit ça comme, on se dit 120 km dans le sable, c'est extrême et puis c'est impossible ou ça peut être très difficile ou la chaleur, etc. Mais c'est tellement bien organisé et puis il suffit d'être un peu dans cette optique de faire un pas après l'autre pour arriver un peu au bout de la journée. Puis tu dis, c'est déjà terminé. Alors que si tu te dis, 60 km, je pars tout de suite, si tu prends ça dans sa globalité, ça fait trop. Oui, c'est impossible. Voilà. Et puis c'est un peu un parallèle sur la vie et dans les obstacles qu'on a tous. Et j'imagine toi dans ton sport aussi, de se dire, si tu prends un pas à la fois, en fait, tu peux arriver au bout de choses extraordinaires. Ouais, non. Oui, sauf que vous voulez aussi montrer cette image de la femme aventurière qui est aussi accessible à tous, parce que tout le monde peut le faire, hein, ce semi-marathon, c'est ouvert à tous. Et il y a même un truc qui est assez sympa, c'est que si on ne le termine pas, on a le droit de reparticiper l'année d'après. Donc ça, c'est effectivement assez sympa, si ça vous tente, vraiment le goût de l'aventure. Oui. Mais une femme est une aventurière de toute façon. Dans tous les cas. Dans tous les cas. Exactement. Mais alors, vous voulez aller encore au-delà, peut-être? Allez tenter l'aventure. Qu'est-ce que vous avez comme projet, Annika? Oh, alors, j'en ai pas. J'en ai plein, pardon. Si seulement j'en avais un certain nombre défini. Non, mais j'en ai tellement que je sais pas par où commencer. Et c'est ça le problème aussi quand on vit avec cette liberté et sans ses limites et qu'on se dit que rien n'est impossible. On a l'impression qu'on peut traverser des océans, des continents entiers
et qu'on a envie de partir tout de suite. Après, je dirais que voilà, maintenant il faut que je me canalise, que je me pose bien. Et puis c'est là où ma sœur, encore une fois, elle vient en jeu, puis elle me dit, Annika, pose-toi et réfléchis à ce que tu veux vraiment réaliser. Mais oui, en effet, j'ai plein d'idées. Je ne vais pas en dévoiler là tout de suite parce qu'après, ça m'engage. Et après, il faut que j'aille au bout. Juste, il va faire froid ou il va faire chaud? Parce qu'on vous a vu avoir chaud, là, très chaud. Hein, oui. Il faut mettre de l'eau. Là, on a eu très chaud. Pourtant, il me semble que normalement, vous êtes préparé au froid. On est préparé au Il y froid. a un. Regardez, 3, 2, 1, pof. Alors, on voit que papa, il va complètement. Vous, non? Ouais, moi, je suis un petit peu plus frileuse. Hein, donc, il va peut-être falloir s'habituer. Je ne sais pas s'il s'agit de... Non, ça, c'était un petit indice ou pas? C'est peut-être un petit indice. J'adore les baignades en eau froide. J'adore la sensation que ça procure. C'est aussi un dépassement de soi et ça réveille plein de choses physiques et mentales. Voilà. Peut-être un petit avant-goût de quelque chose. Oui. Ah, ça, on verra. On a hâte de le découvrir. Vous nous tiendrez bien sûr ici au courant. On a un bon relais avec Jessica qui donc travaille ici à Grenoble. Alors voilà, puisque vous avez votre papa aussi, avec votre papa, créé une société qui s'appelle Innocell et qui vise à développer les énergies renouvelables et à créer des véhicules avec des piles à combustible, donc des piles à hydrogène, et c'est en train de prendre forme véritablement? Alors oui, ça fait, on a fondé la société il y a 16 mois. C'est parti de notre père c'est une personne très curieuse et il aime bien prendre des actions. Et c'est vrai qu'il est très curieux par rapport aux énergies nouvelles et il voulait mettre en avant cette énergie à travers un défi sportif, bien sûr. Et c'est là qu'on s'est rapproché du CEA, qu'on a commencé à développer cette technologie. Donc, c'est une technologie de pile à combustible de forte puissance, donc qui est destinée à tout ce qui est de l'industrie, de la mobilité lourde, terrestre et aussi maritime éventuellement. Donc c'est dédié à des gros projets alors, avec beaucoup d'autonomie. C'est avec des fortes puissances et du coup c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis 16 mois sans relâche. Et là on est basé à Grenoble, enfin dans la région grenobloise, à Saint-Égrève. On a notre société, on est à peu près 80 personnes aujourd'hui. Donc on a très très vite grandi et on aura un premier produit pour tout ce qui est génération d'énergie stationnaire à partir de fin de l'année prochaine. Donc alors ça sera fabriqué un petit peu plus haut, hein, en Franche-Comté. C'est ça, c'est dans le Jura. Non, c'est à Belfort. À Belfort, ouais. Exactement. Donc ce sera produit là-bas et du coup une nouvelle aventure, différents types d'aventures pour la famille Horn, mais une aventure aussi passionnante et aussi intense que comme on les aime. Et oui, vous avez même un projet de bateau avec quelqu'un qui fait du ski nautique dessus. Si on va sur votre site internet, oui, je vous laisserai vous rapprocher, échanger vos numéros après, voilà, si vous avez besoin de... Voilà, à hydrogène, oui, là il y a de l'idée. Parce qu'on sait que votre papa, Mike Horn, justement, testait les Gore-Tex, voilà, ça faisait partie aussi du test de matériel dans ces conditions extrêmes. Donc on doit aussi à Mike Horn, finalement, pas mal de produits qu'on peut utiliser en montagne ou même au quotidien. Louis, s'il s'agit de tester les bateaux avec des piles à hydrogène, des batteries à hydrogène, eh bien, à ce moment-là, pourquoi pas? Et oui. Quand vous voulez. On signe. Si on en croit... Alors, j'ai pas vérifié dans toutes les encyclopédies, mais Louis, vous avez en face, on va se tutoyer à un moment donné, je sens que ça va venir dans cette émission, les plus jeunes enfants qui ont skié jusqu'au pôle Nord? Exactement, ouais. Wow. Je crois. Peut-être. Depuis le dernier degré. En fait, voilà, depuis la base russe Bornéo. On a skié pendant une semaine jusqu'au pôle Nord. C'était nos vacances de famille, c'était un peu particulier à l'époque. On avait 11 et 12 ans. Voilà, on a tiré nos propres luges et notre nourriture et on se réveillait tous les matins et on marchait. Papa nous a promis de voir le Père Noël. Il existe en Laponie, donc peut-être que là vous l'avez peut-être croisé sans vraiment le savoir. Il est très discret. Il est très discret. Bah là, il travaille aussi. Il travaille dur, c'est la saison. Là, voilà, il y en a beaucoup. Et vous aviez quel âge exactement? 11 et 12 ans. 11 et 12. Quelques mois d'écart à peu près. Vous avez. On a 17 mois. 17 mois. Est-ce que vous avez un souvenir gustatif particulièrement fort, quelque chose, un truc merveilleux que vous avez goûté? Alors, merveilleux, je ne sais pas si c'est le mot, mais de la graisse de baleine. Dans des communautés inuites au nord du Canada. Non, mais une expérience incroyable. Donc voilà, surprenant, très gras. Et c'est comme ça que les Inuits... je me souviens de ça, c'est comme si c'était hier, mais de voir ces Inuits se nourrir sur cette graisse pour
eux-mêmes pouvoir s'engraisser pour l'hiver. Et je trouve que ça donne tout son sens à cette nourriture. Mais en même temps, nous, on la voit de manière si écœurante, tu vois. Et donc, c'était sur des tartines ou non, vraiment en ça, petits cubes comme ça, comme des apéricubes. Comme tchac. Bon, après, tout dépend du climat qui nous entoure et du contexte dans lequel on le déguste. Parce qu'on est sûr qu'il y a un plat qui n'est pas resté parmi vos préférés. C'est même votre papa qui l'a dit. Regardez bien. C'était sur notre antenne le 9 novembre 2007. Oh là là. J'ai 2 petites filles qui ont 14 et 12 ans. Puis cette année, on a parti, ils sont venus les plus jeunes enfants qui ont skié jusqu'au pôle. Ça veut dire qu'on partage quand même des moments pas mal intenses. Ils mangent des crocodiles aussi, vos enfants? Ah, ils sont déjà mangés, mais c'est pas leur plat préféré, toi. Le croco. Oh, le croco. Caïman. Ouais, franchement, le croco, ça ressemble plus à du poulet. La graisse de baleine, c'est quand même next level. D'accord, ouais, à peu près comme les reptiles, Voilà. oui. Mais oui, d'ailleurs, une leçon à retenir aussi, quand on est dans la nature, c'était votre papa qui disait que en fait, il faut s'approcher. L'animal veut chasser l'homme, et c'est une tactique justement pour que l'homme puisse aller chasser l'animal. Absolument. Voilà, et dont le croco. Ouais. Enfin, vous avez patiné au pôle Nord, nous on a vous avez skié au pôle Nord, nous on patine à pôle Sud, à Grenoble. Voilà, c'est le nom de la patinoire et c'est déjà pas mal. Voilà. Allez, on a encore le temps d'un petit clin d'œil justement, puisque votre papa nous avait en direct parlé d'une expédition à prévoir, inspirée par une information donnée par notre journaliste Pauline, qui donnait les résultats des votes des habitants des villes pour qu'elles figurent sur le Monopoly. En fait, voilà, il y avait le Monopoly, allait sortir le Monopoly des villes, et il fallait que les habitants votent pour pouvoir voir figurer leur ville sur le Monopoly. Il n'y avait pas Grenoble, mais, regardez. À noter tout de même la mention spéciale accordée à Moncu. Je parle du village, bien sûr, rendu célèbre grâce au sketch de... Mike n'a pas l'air de connaître. Mal, ouais. C'est un village, Mike. C'est un village. Français. Moi, je veux aller là-bas pour mon prochain expé. Ouais. Alors, à notre connaissance, on a vérifié, non, ça vous dit rien? Ça me dit rien, mais je crois que du coup, on doit prendre le relais. Ah, c'est à nous d'y aller. Voilà. Et ben voilà la première officiellement ici. Voilà, c'est ici où les choses se créent. Exactement. Bon, chercher, ça se fait. Certains l'ont fait pour le petit rapporteur dans les années 70. Voilà, c'était sur la télévision française, faire le tour de mon cul, comme il disait. Donc ça s'écrit Montecuq. Voilà, mais ça se prononce mon cul. On saura. Voilà, exactement. Une expé à la frontale, je ne sais pas, mais Ouais, je ça. connaissais. Donc on se tient bien au courant. Oui, Hein avec plaisir. Voilà, je ne sais pas si si vous organiserez vous-même vos propres expéditions, ou si, pourquoi pas, ça sera le papa, cette fois-ci. On échange les rôles. Ah oui, Ça absolument. pourrait être pas mal, mais j'en doute, il faudra toujours venir avec. Oui, c'est Ah, ça. c'est On sera sûr. trop dans les pattes. Non. Ah ouais. Déjà, on va au bord d'un lac. Oui. Vous allez voir ça aussi, c'est une sacrée expé. Super. Regardez, c'est un petit peu comme vous. Certains apprennent à marcher, comme moi. Lui a appris à glisser sur l'eau avant. C'est à peu près ça. Ouais, à l'âge de 2 ans. Je savais faire du ski nautique avant de savoir nager. Mais Louis, Voilà. c'est vrai. Ouais. Ah ouais, avant de nager. Avant de nager, ouais. Il faut faire les deux quand même, non? Ou pas Je nécessairement? prenais des cours en natation quand même pour pas... Mais après, le personnel, les gens du club étaient toujours bienveillants, donc il y a forcément un suivi, il y a quelqu'un qui est à côté de toi quand tu commences à skier. Une barre, des c'est ça, petits trucs, une barre de voilà. petits skis. Et Incroyable. quelqu'un qui est à côté, mais le coach souvent la plupart du temps. Mais Ah, ouais. ça doit être sacrément grisant. Hein. Première compétition à 6 ans. Ouais. Déjà. 6 ans, c'est Ok. ça. Ah, on C'est est là que ça entré. tout a commencé. Esprit de compétition déjà, ou juste pour le fun? Assez, Quand j'étais petit, innocent? je faisais plein de sports, ski alpin, ski nautique, judo, foot. Et donc du coup, tout le temps, je sortais du foot, j'allais au ski nautique. Puis après, le week-end, j'étais en train de faire du ski alpin Ah oui, ou bon. des compétitions de judo. Et comment dire, en tout Limite cas, de c'est sport, hein. c'est à partir de ce moment-là que l'amour pour la compétition a commencé. Et 17 ans après, donc à 23 ans, en octobre dernier, donc à Sunset Lakes County Lake, bref en Floride, C'est ça, on va dire. C'était d'Orlando. Voilà, vous voilà champion du monde de ski nautique, champion du monde, c'est-à-dire le senior qui est champion du monde de ski nautique. Ça veut dire toute catégorie, ça veut Ouais. dire en combiné. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, puisqu'il y a plusieurs classements, catégories? Alors, il y a 3 disciplines dans le ski nautique. Là, on est en train de voir du saut. Le saut, le slalom, les figures.
Donc le slalom, on a 6 bouées à contourner. Il faut, à chaque fois qu'on prend les 6 bouées, là, on raccourcit la corde du bateau. Donc le bateau va à 58 km/h et le but, c'est de faire le plus de bouées possible à la corde la plus courte. D'accord. Les figures, on a 2 fois 20 secondes où on a 2 parcours pour faire le plus de figures possible. Donc les figures sont jugées. Alors, je ne sais pas si on peut les voir, on va les regarder tout de suite, Ouais, alors, parce que bien sûr. pour comprendre vraiment les règles, Ça, c'est les figures. ça, c'est les figures. Voilà, donc là, c'est le premier parcours en main à main. Donc les figures sont jugées par des juges et le but, c'est de faire le plus de figures possible, le plus rapidement possible. Plus les figures sont dures, plus elles volent de points. Donc c'est hyper technique aussi. C'est hyper technique pour pouvoir les enchaîner. Déjà, les figures en elles-mêmes sont dures et après, il faut réussir à les enchaîner. Donc c'est physique et très technique alors aussi, comme sport. Et après, il y a les cordes aux pieds où là, on a la corde, on a vu juste un peu avant, on a la corde qui a craché. On va la revoir, hein, la corde attachée, oui, ça fait aussi mal de le dire que de le faire, j'imagine. Mais ça c'est les figures, vu du dessus. Vu du drone sur les mains à main, là, on y a les flips. Et on se rend compte de la vitesse aussi, quand même, puisque ralenti, un bon skieur nautique aussi est équipé d'un bon pilote. Ça, c'est indispensable. Bien sûr, le pilote, et là, carrément, en figure, on a un réaliseur qui est dans le bateau. Donc, la plupart du temps, c'est le coach qui comment dire, son rôle, c'est d'assurer que la corde ne s'enroule pas autour de moi, que je ne mets pas le bras dans le palot ou la tête. D'accord. Ah oui, donc c'est surveillé. Ça, c'est la corde au pied. Attachée au pied. Et ça s'appelle les cordes au pied. La corde au pied. Bon, c'est simple. Et donc, du coup, c'est simple, non. Voilà, je vous laisse juger. Mais c'est infaisable, ce truc. Ouais. C'est incroyable. C'est comme de la danse, pour le coup, un peu. Oui, c'est chacun sa vision de la danse, oui, pas de problème. Déjà, c'est sur un ski, donc c'est du monoski nautique. Et là, donc ça veut dire il faut tenir le plus possible, en fait. Là, ce qu'on a vu, en fait, c'était pendant la finale des championnats du monde, en figure. Là où j'ai fini deuxième, en fait, je suis tombé, j'ai eu une casse de matériel, mon palonnier s'est cassé, c'est pour ça qu'on voit que le palonnier part de mon pied et que moi je tombe. Et j'ai eu une casse sur le milieu de mon parcours, donc j'ai continué mon parcours jusqu'à la fin. Et à la dernière figure, quand j'ai voulu la lancer, le palot est parti, donc j'ai pas pu faire la deuxième figure et je finis deuxième. Et on n'en tient pas compte alors de la casse matérielle, c'est comme ça. Non, pour le coup, c'est les aléas du direct. D'accord, il y a pas on peut pas recommencer. Non, malheureusement non. C'est comme ça, Et on se dit dans tout ça, qu'est-ce que vous préférez, dans lequel est-ce que vous êtes le plus à l'aise? Vous choisissez pas. Sur les classements mondiaux, je suis deuxième mondial en figure, deuxième mondial au combiné. Moi, mon cœur est sur le combiné, c'est les 3 disciplines réunies, c'est comme le décathlon, du coup. Ça me fait penser que j'ai pas fini d'expliquer le saut. Ah le oui, saut. Alors on y va, le saut, mais je crois qu'on l'a d'ailleurs, le saut. Allez, en tout vidéo. de suite. Le saut, on a le bateau qui va à 127 km/h, un tremplin, et le but c'est d'aller le plus loin possible. Avec la technique du saut à ski aussi, on voit les skis en V. On arrive entre 110 et 130 sur le tremplin. Et le but, c'est d'aller le plus loin possible. Le record de France, je l'ai fait cette année 2 fois, c'était 68,70 m. C'est ça, mais pas aux mondiaux. Pas aux mondiaux, non. Mais c'était pas mal aux mondiaux, on est sur... On était sur du 64 mètres sur ces sauts. Ça va. À 4 mètres près aussi. En fait, entre la corde au pied, les figures, le saut... Le slalom. Le slalom, en plus. C'est assez large comme panel de disciplines. C'est énormément de travail. C'est toute la journée. Hein. Comme je le dis, c'est une occupation à plein temps. C'est toute la journée. Je me lève le matin, je fais la prépa physique, je m'entraîne. Une fois que j'ai fini la journée, je débriefe des entraînements. Je me repose, je prépare la journée de demain et rebelote. Alors uniquement en été, ou alors on voyage pendant l'hiver aussi, on va se préparer? Je passe 7 mois de l'année aux États-Unis, en Floride justement. Et donc du coup, je me prépare sur le début de saison janvier-février. Et la saison commence en mars en Australie et finit en novembre dans l'Amérique du Sud. La saison, quand on dit c'est une saison un peu comme le ski avec des Coupes du Monde? Ouais, c'est ça. Donc à peu près toutes les 1 ou 2 semaines, on a des compétitions, Australie, États-Unis, puis après on revient en Europe, dans toute l'Europe, puis on repart Canada, États-Unis, Amérique du Sud. Et les grandes nations, c'est principalement les États-Unis aussi? Ouais, États-Unis, Canada, France. C'était le podium des championnats du monde par équipe. Et pourquoi la France à côté des États-Unis et du Canada sur cette discipline? Les Français sont hyper bons en figure. C'est une tradition. Les meilleurs figuristes depuis la création du ski nautique, tous les meilleurs figuristes au monde ont été français. Donc ça, c'est une lignée qui a suivi. Et
Et ouais, mais c'est une nation où le ski nautique s'est pas mal démocratisé dans les années 60, 70, 80. Et donc, du coup, on a plein de très bons skieurs qui sont français et qui sont très hauts dans les classements mondiaux. Oui, on sait aussi que les équipes de France de ski pratiquaient, Ouais. je ne sais pas si ça se fait encore, Si, le ça se ski fait nautique, encore, même des patineurs aussi, sont patineurs Bien sûr, ouais. l'hiver. On se souvient de Vanessa Gus-Meroli, par exemple, qui est une grande patineuse Bien sûr, ouais. française et qui était aussi championne de ski nautique, nautique. bien On sûr, a, ouais. Je me suis entraîné, il y a un noms plan d'eau à Albertville qui est le plan d'eau de ses parents, justement. J'ai fait quelques hivers là-bas pour m'entraîner dans le froid aussi. Oui. Et par contre, on s'entraîne dans le froid, mais on a aussi, notamment cette équipe de France, même l'équipe de France de ski de boss, je me souviens, Edgar Gros-Piron venait Bien ici, sûr, sur le plan. ouais. À Domaine, au ski club Alors, nautique du Bois français. Domaine, Saint-Imier, on va dire, c'est au Bois français, hein, c'est la base nautique, avec le club qui s'appelle... Le ski nautique club Bois français Grenoble. C'est ça, SNBF de Grenoble. Voilà, c'est ici, il est là, votre club. Il organise des compétitions aussi. Exactement. Il a reçu les championnats de France, c'était il y a 1 an et demi à peu près, Exactement. avec la famille ici. Il y a beaucoup de pratiquants ici dans la région. Ouais, les 2 plus grosses régions, c'est l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est les 2 gros pôles Avec beaucoup d'ambiance, ouais. C'est les 2 grosses ligues qu'on a en France et on a beaucoup de très bons skieurs en Auvergne-Rhône-Alpes et la plupart du temps, c'est le plus gros pôle, c'est là où il y a les champions. On a une championne du combiné aussi. Clémentine Lucine qui est sur Albertville. On parlait du patinage, la fille de Didier Lucine qui est un grand entraîneur de patinage à Annecy. Ouais. Voilà. Et du coup, il y a tous les meilleurs skieurs sont répartis entre ces 2 ligues. Voilà. Il y en a beaucoup qui s'appellent Duplan-Fribourg aussi, parmi les meilleurs. Puisque donc pour l'instant, on parle de la fratrie, donc Louis l'aîné, Paul le deuxième et Tristan le petit. Ouais. Ils arrivent, hein? Ils arrivent. Paul était au championnat du monde aussi. Avec moi, il a fait 6e au combiné, 7e en saut. Donc, super saison. Super compétition pour lui, parce que malheureusement, il était blessé tout le long de la saison. Il s'est soigné pour le championnat du monde et il a fait une super compétition. Ouais, et alors, perso, ouais, ça c'est très bien. Et Tristan, 16 ans. Tristan, il travaille à fond en ce moment pour pouvoir justement intégrer l'équipe de France pro et commencer les compétitions internationales. Oui. Ouais, il est très très bon. Il a fait 3 médailles au championnat 3 titres de champion d'Europe cet été, donc en junior. Donc, alors ça c'est vachement bien. Je crois que regardez, ça c'est la prochaine. J'ai ressorti cette image. Non mais on aime bien se la péter aussi parce qu'on m'avait donné un défi, oui. C'est ça? Bah oui. Oui, Quand je t'ai vu ici. Voilà, parce que je crois que la première fois que j'en ai fait, je suis sortie au bout de 14 fois comme dans les bronzés. Voilà, comme quoi on parlait de dépassement de soi. Annika, n'importe qui peut y arriver. En fait, ce qui est fou, c'est quand on fait ça, on a l'impression qu'on avance, alors qu'en fait, c'est assez moyen, Louis, non? Non, au contraire. Ouais. Moi, ce que le coach m'avait dit après cette séance, c'était qu'un des plus gros potentiels qu'il avait jamais vu sur l'eau. L'étoile montante du ski nautique, apparemment. La relève, on dit. La relève. N'empêche que la famille. Alors, je ne sais pas si on a cette image. Vous la reconnaissez? Je suis pas sûre de mon coup. Alors, je prends un risque. Ah, c'est bon? C'est ma mère. C'est votre maman. Exactement. Voilà. Comment elle s'appelle, votre maman? Lorraine. On a l'impression d'être à l'école des fans, mais c'est presque ça. Je suppose que vous êtes hyper fan de votre maman, Lorraine, qui est là, corde au pied. Elle se débrouille bien. C'est elle qui vous a initié à ça? À cette passion transmise? C'est une histoire de famille. Ouais, mon grand-père était avec ma mère sur la Côte d'Azur. Et il voyait en tant que vacancier. Et il voyait, ça, c'est Paul, je le dis, c'est Paul, votre petit frère. En tant que vacancier, oui. Ouais, et on était sur la Côte d'Azur et ils ont vu ça, ils ont voulu essayer le ski nautique. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ma mère, elle avait 5 ans. Elle a rencontré mon père, les 2 ils se sont mis au ski nautique. Et nous, on est nés sur les skis de nos parents. On a commencé à faire une fois par semaine au ski, à Domaine, à s'entraîner, à faire un petit coup de ski nautique le week-end. Puis 2 fois, 3 fois, 4 fois, les compètes. À 6 ans, comme on disait, et puis après... Ça a l'air simple comme ça, mais c'est énormément d'efforts, Louis. Oui, bien sûr. Et puis il y a eu des blessures qui vous ont handicapé pendant pas mal de temps. Il faut revenir, il faut prendre son mal en patience. Ça fait partie après du métier, mais c'est, comment dire, moi, ça a toujours été ma passion et j'ai toujours fait ça parce que j'adore faire du ski nautique, je me sens vraiment à ma place derrière le bateau. Et c'est quelque chose où
même s'il y a des blessures, des fois c'est quand on va au-delà de la limite, justement à parler. Il y a la peur qui rentre, quand il y a la peur qui sonne la petite alarme, on va au-dessus, on se blesse, on sait là où l'erreur qu'on a fait, puis après on recommence. Et voilà, c'était tout le temps, pour le coup, la blessure, moi je trouve que ça fait partie de l'apprentissage, de la pratique, pour ma part. Ouais. Oui, c'est sûr. On peut être pro, vivre vraiment du ski nautique? On peut faire une saison où on va pouvoir en vivre, mais on ne peut pas gagner d'argent avec ça. Donc clairement, c'est pour ça que moi, je suis tout le temps à la recherche de partenariats, justement pour construire ma carrière, parce que là, 23 ans, j'aimerais faire ça le plus longtemps possible. Et, là, on a dit, c'est pas pour de faux, qu'il faut encore 11 titres pour faire comme lui, là. Ouais, C'était lui, Patrice Martin. Il a 12 titres de champion du monde. Ouais, voilà, président de la fédération française. Et c'est lui qui m'a remis la médaille au championnat du monde. Wow. Ouais. Mais vous ne l'aviez pas connu. Et le dernier titre, vous n'étiez pas né. C'est ça, 1999. Ouais, non, c'est... À un an près. Fou. Ouais, non, c'était fou... C'était fou parce que c'est une légende du sport. Mais oui. Tout le monde connaissait Patrice Martin. Ouais. Moi, quand j'étais ado, on connaissait tous. Et non, c'était quelque chose d'énorme, tout simplement de pouvoir lui succéder et d'avoir le fait que ce soit lui qui me remette la médaille, qui me l'a dit, je te passe le flambeau, c'est génial, un Français qui récupère le titre. C'est énorme. C'est un moment fort, ça. Ouais. C'est magnifique. Merci de nous avoir apporté déjà ces belles médailles. Il y a les trois. Il y a les trois, le bronze, l'or et l'argent. Pour la petite anecdote, j'avais le dossard 123 au championnat du monde. Et mon coach m'a dit qu'est-ce que tu préfères. Je dis moi, mon rêve, c'est d'être champion du monde. Donc je voulais le numéro 1, forcément. Oui. Et je lui dis, mais si je peux avoir les trois, ce serait 2, 3. Exceptionnel. Et j'ai eu 1, 2, 3. Ah, mais c'est absolument génial. Elles sont belles en plus, ces médailles. Et un grand merci, un grand bravo, vraiment, merci Louis. Beaucoup, ouais. Et vraiment, on apprend beaucoup de choses aussi. C'était vraiment bien sympa. On n'a pas vraiment le temps des petits bons plans. Alors, voilà, allez, le petit coup de cœur, parce que c'est important aussi de parler des bons plans, les coups de cœur de la région. Le coup de cœur de la région, c'est la boulangerie Les Générations. On a le droit à ça? Ouais, pas diététique. Je recommande le Paris-Brest. C'est exceptionnel. De Pete Tepa, la pâtisserie. Exactement. Génération, le Paris-Brest. C'est le coup de cœur depuis des années, il le sait bien. La première chose que j'ai fait en rentrant de ma saison, je suis allé à la boulangerie pour m'acheter un Paris-Brest. Ah, c'est le doudou, ça. C'est le petit plaisir. La récompensé ultime, les médailles, d'accord. Le réconfort après l'effort. Ok, j'y vais de ce pas. Merci beaucoup, Louis. Jessica, qui habite à Grenoble déjà, dans la région grenobloise. J'ai encore plein de choses à découvrir, mais du coup, c'est noté pour le Paris-Brest. Mais sinon, pour moi, c'est les matins de courir tout au long de la Bastille et de voir la vue de Grenoble depuis en haut. C'est très, très beau. C'est vrai, c'est vraiment un beau spot, vous qui avez parcouru le monde. Il y a des montagnes partout, c'est ce qu'on aime, donc on s'y sent bien. Parfait. Et puis, Annika, c'était les Grenoble. C'était les Grenoble. Voilà, c'est magnifique. Bon Il faut encore découvrir Grenoble aussi avant de vous faire une opinion très objective et subjective aussi, bien sûr. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir de vous recevoir et de vous découvrir. Bonne chance et belles expés à venir. Louis, rendez-vous l'année prochaine. On va fêter toutes les autres ensemble. Merci à vous et merci à vous de votre fidélité. À très vite. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.